Bienvenue. Dans le 5e épisode de ce podcast, nous allons parler de la guerre en Ukraine. Les choses auraient-elles pu se passer autrement ? Mutinerie, comment le monde bascule, c'est le titre de mon livre. Je m'appelle Peter Mertens et je crois que les gens veulent savoir, vraiment savoir comment les rapports de force sont en train de basculer dans le monde. D'où ce projet, un livre, une docu-série et maintenant un podcast. Je donne la parole à ceux qui sont sur le pont inférieur du navire, au personnel infirmier et aux ouvriers du secteur automobile en grève dans le nord, mais également aux mineurs et aux agriculteurs dans le sud. C'est ça, mutinerie. Fin mars 2021, je pars avec Nadine, ma compagne, prendre un bol d'air à Sangatte. Nous mettons ensuite le cap sur Calais et, en cours de route, nous découvrons un cimetière à moitié caché entre les sureaux et les argousiers. C'est le cimetière de Les Baraques. Plus d'1 millier de soldats tués pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, y sont enterrés. Nous marchons dans ce cimetière en suivant de longues rangées de pierres tombales blanches qui portent les noms de soldats britanniques, allemands, australiens, canadiens, sud-africains, indiens, égyptiens et néo-zélandais. Les jeunes qui reposent ici avaient encore toute la vie devant eux. Nadine s'arrête soudain. « Regarde, ce sont des Chinois. Ils sont tous morts en 1919. Comment est-ce possible ?» Vérification faite, il s'agit de travailleurs du Chinese Labour Corps. Ils ont été enrôlés dans l'armée britannique. Mais, selon les termes de leur contrat, ils ne pouvaient être déployés comme combattants et devaient donc effectuer les travaux lourds à l'arrière du front, réparer les tranchées, construire des voies ferrées, charger et décharger des navires. Un travail très dur, de 10 heures par jour pour un salaire dérisoire. Une fois la guerre terminée, ces hommes ont dû participer aux batailles, en exhumant les victimes, mais aussi en déminant. Nombreux y ont laissé la vie. D'autres ont perdu la raison et sombré dans l'alcool ou basculé dans la criminalité. Les baraques, c'est un cimetière comme il en existe des centaines dans notre région du Westhoek. Chacune de ces tombes témoigne de la barbarie de la Première Guerre mondiale. La destination finale pour des millions de fils d'ouvriers et de paysans broyés par la guerre. La Première Guerre mondiale avait du reste débuté dans un climat d'euphorie et de liesse nationaliste. Sur les quais de gare, les mères agitaient avec enthousiasme des mouchoirs blancs pour saluer leurs garçons qui partaient se battre pour Dieu et la patrie. Nach Paris, à Berlin. Et il aura fallu plusieurs millions de cadavres pour que tout ce patriotisme cède la place à la révolte et au désir de paix. Plus jamais de guerre. Nie wieder Krieg, never again. Telle était la principale leçon tirée de la guerre. L'Europe n'en est pourtant pas devenue un continent sans guerre pour autant. Le 24 février 2022, la Russie s'est rendue coupable du pire. L'armée russe a envahi l'Ukraine sur 3 fronts. Aujourd'hui, le champ de bataille est jonché de cadavres. La ligne de front n'est rien d'autre qu'un long cimetière de soldats, de chars brûlés et d'épaves fumantes d'avions. Chaque guerre laisse agoniser sur le champ de bataille des pauvres bougres, des travailleurs, des enfants, des paysans ou des mercenaires sans nom. Et cette guerre-ci ne fait pas exception. De très nombreux soldats russes sont originaires des régions les plus pauvres de la Fédération de Russie, des républiques du Caucase du Nord, de l'extrême-orient russe et de la Transbaïkalie. Ou bien il s'agit de détenus extraits des prisons qui peuvent espérer une libération en échange d'un service militaire. Non, les fils de l'élite russe, vous ne les trouverez pas au front. Ils passent toujours leurs vacances dans les hôtels de luxe en Thaïlande, à Dubaï et dans les Caraïbes.
Du côté ukrainien, ce sont aussi des ouvriers du bâtiment, des vendeurs des entreprises locales de meubles et des fils de paysans qui ont pris les armes. L'invasion brutale de l'Ukraine par l'armée russe va à l'encontre du droit international de la guerre et est à juste titre condamnée dans le monde entier. On constate d'ailleurs un important changement dans l'attitude à l'égard de Poutine. En effet, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, Poutine a mené une guerre très sale contre la Tchétchénie avec des attaques au gaz et des destructions massives. Mais cela ne posait apparemment aucun problème à de nombreuses forces. Quand Poutine est devenu président de la Fédération de Russie, Guy Verhofstadt, notre premier ministre libéral d'alors, a immédiatement pris un avion pour aller le féliciter à Moscou. L'histoire dit que le président Poutine a même invité M. Verhofstadt à participer à une chasse à l'ours, le plus grand honneur qui puisse être fait à un dirigeant occidental. Ils s'appellent mutuellement Vlad et Guy. Le Premier ministre belge n'est pas le seul, puisque son homologue britannique Tony Blair se lie également d'amitié avec Poutine au cours de la même période. Et ils se rendent mutuellement visite. Blair accueille Poutine en déclarant « Je veux que la Russie et l'Occident travaillent ensemble pour promouvoir la stabilité et la paix. » Blair parle de stabilité et de paix. C'est fou, car il sait qu'au même moment, des bombes russes tombent sur Grozny, la capitale tchétchène. Et Blair signe des contrats d'armement avec la Fédération de Russie jusqu'à en avoir des crampes dans les doigts. Il n'est absolument pas question de stabilité, et encore moins de paix. Ils sont tous à se presser pour donner des compliments aux leaders russes. Verhofstadt, Blair, mais aussi Bush. Parce que, voyez-vous, on peut faire des affaires avec Poutine. Peu importe que des bombes tuent les Tchétchènes, peu importe que la Russie interdise les partis d'opposition, peu importe que Poutine fasse taire les critiques, seuls comptent les intérêts de l'Occident. Poutine devient ainsi une sorte d'allié de l'Occident, avec des contrats d'armement, des accords économiques et une coopération. On ferme les yeux sur les bombardements en Tchétchénie. Le plus cynique, c'est que tous ceux qui fréquentaient assidûment Poutine à l'époque sont subitement devenus ses plus féroces opposants. Ce qui a changé, ce sont les intérêts de l'Occident. Et ce changement s'est produit en 4 étapes. « 1991. En août 1991, le nouveau président russe Boris Yeltsin annonce la fin de l'Union soviétique. Il fait cette annonce juché sur un char d'assaut. Il initie d'emblée une très grande vague de privatisation et vend tout ce qui est bien commun et entreprise publique. Ce qui subsiste des services publics sera réduit à néant. Les soins de santé préventifs, l'éducation, le droit du travail. Conséquence, une forte diminution de l'espérance de vie, une augmentation du chômage et l'apparition de nouveaux phénomènes tels que la criminalité liée à la drogue, le trafic d'organes et la mafia. Mais en Russie, la colère gronde. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre les privatisations et le chômage, mais aussi contre l'autoritarisme grandissant d'Yeltsin. Et quand en 1993, Yeltsin veut aussi privatiser les secteurs du pétrole et du gaz, c'est le début de la fin, et tout le monde descend dans la rue en Russie. Le président russe perd également sa majorité au Parlement, et pour reprendre la main, il ordonne une attaque contre le Parlement. Nous sommes alors le 4 octobre 1993. Ce sont des images hallucinantes, avec des chars qui détruisent les barricades érigées par le peuple autour du bâtiment du Parlement. Avec cette attaque, Yeltsin occupe à nouveau le Parlement. Sa première action est d'imposer une nouvelle constitution présidentielle qui lui confère beaucoup plus de pouvoir. Elle est toujours en vigueur aujourd'hui. En Occident, aucune voix ne s'élève contre Yeltsin. Non, surtout pas. Il se voit même affublé du sympathique surnom « le flamboyant ours sibérien ».
À compter de ce moment, Yeltsin est seul maître à bord. La voie est ouverte pour la dernière vague de privatisation. Il lance le programme Prêt contre action, c'est-à-dire que le gouvernement emprunte de l'argent à de richissimes financiers qui reçoivent en échange des actions d'entreprises publiques. Les oligarques acquièrent ainsi un énorme pouvoir, mais brader son pays, ce n'est évidemment pas gérer une économie et la situation se dégrade en Russie. Le pays connaît une crise financière. La production industrielle diminue de moitié. C'est énorme. C'est la fin de la présidence d'Yeltsin qui se profile à l'horizon. Et ses amis lui tournent le dos, car le chaos n'est pas vraiment propice au profit. À Moscou, il se murmure qu'un homme à poigne devrait gouverner le pays. « 2000. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cet homme à poigne s'appelle Vladimir Poutine. Dès le début de sa présidence en 2000, il promet de remettre la Russie au centre du jeu. Sa première priorité, placer les oligarques sous le contrôle de l'État. Ils ont beau être oligarques et riches comme Crésus, il s'agit de leur montrer qui est aux commandes. Et le patron, c'est Poutine. À l'époque, Poutine veut faire partie de l'Occident. Il souhaite que la Russie rejoigne l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une organisation militaire dirigée par Washington. Il désire aussi signer un traité économique avec l'Union européenne et il aide le président américain dans la guerre contre le terrorisme. Cela lui convient parfaitement, car il peut ainsi continuer à bombarder les Tchétchènes. Mais la relation n'est pas réciproque. Les institutions occidentales continuent plutôt à considérer la Russie comme une perdante de la guerre froide. Elles traitent donc le pays davantage comme un pion inoffensif, une espèce de puissance régionale, juste bonne à exporter des matières premières. Petit à petit, quelque chose devient clair dans l'esprit de Poutine. 2008. La véritable rupture survient lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008. L'OTAN y annonce l'arrivée prochaine de la Géorgie et de l'Ukraine dans ses rangs. Une posture qui va à l'encontre de tous les accords conclus jusqu'alors. En effet, après la chute de l'Union soviétique, l'OTAN avait solennellement promis de ne pas poursuivre son extension plus à l'est, vers les frontières de la Russie. Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского. Selon le politologue américain John Mearsheimer, c'est avec ce sommet de l'OTAN en 2008 que les problèmes liés à l'Ukraine ont réellement commencé. D'après un journaliste, Poutine a eu un accès de colère et a prévenu que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, elle le ferait sans la Crimée et les régions orientales. Le pays se désagrégera. Il apparaît donc clairement que l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN franchit une ligne rouge. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy l'ont bien compris. Lors du sommet de Bucarest, ils s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et à Washington également, ils savent à quel point cette question est sensible, comme en témoigne un télégramme envoyé par l'ambassadeur américain à Moscou 2 mois avant le sommet de l'OTAN en 2008. La Russie n'y voit pas seulement un encerclement et une tentative d'affaiblir son influence dans la région. Elle craint également des conséquences imprévisibles et incontrôlables qui nuiraient gravement à ses intérêts en matière de sécurité. La Russie est particulièrement préoccupée par le fait que le désaccord majeur en Ukraine sur l'adhésion à l'OTAN, une grande partie de la communauté ethnique russe de ce pays s'y opposant, pourrait déboucher sur une scission majeure entraînant à son tour une vague de violence ou, dans le pire des cas, une guerre civile. Dans ce cas, la Russie devrait envisager une intervention, une décision qu'elle ne veut pas prendre. En d'autres termes, les États-Unis sont parfaitement conscients de ce que pourrait signifier une expansion de l'OTAN vers l'Est.
Les tensions s'intensifient entre la Russie et l'Occident. Elles s'accompagnent d'une évolution du discours. Le bon dictateur, qui a reçu des armes pour mener sa sale guerre en Tchétchénie, devient un mauvais dictateur. Et quand le gouvernement russe se rend compte que l'ensemble du plan d'intégration avec l'Europe et les États-Unis n'aboutira pas, l'attitude de Moscou commence également à changer. 2014. Un nouveau moment de rupture survient en 2014 en Ukraine, avec un traité de libre-échange entre l'Union européenne d'une part et l'Ukraine d'autre part. L'ensemble de ce traité est également couplé à un emprunt auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Et comme tout le monde le sait, le FMI pose ses conditions. En l'occurrence, il s'agit de relever l'âge de la retraite pour les femmes, de réduire l'impôt sur les sociétés, d'éliminer progressivement certaines réglementations en matière de travail et d'environnement, et de privatiser des mines et des entreprises. L'Ukraine se voit également interdire de signer des accords commerciaux avec la Russie. Le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, n'est pas contre l'accord avec l'Union européenne, mais il s'oppose à ce que l'Ukraine ne puisse plus commercer avec Moscou. Il refuse donc de signer le traité, mais ce faisant, il signe aussi son propre arrêt de mort politique. Dans l'intervalle, Yanukovych continue docilement d'appliquer les autres programmes de privatisation et cela lui vaut une forte opposition en Ukraine. Ce mélange de mécontentement socio-économique et de sentiments pro-occidentaux va donner naissance à un important mouvement de contestation, le Maïdan. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur la place centrale de Kiev, la place Maïdan, pour protester. Et ces manifestants reçoivent immédiatement le soutien de l'Occident. La vice-présidente américaine des Affaires étrangères, Victoria Nuland, et le chef du groupe libéral du Parlement européen, Guy Verhofstadt, mettent d'ailleurs le cap sur la place Maïdan à Kiev afin d'y soutenir les manifestations. Brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today. Ils veulent que l'Ukraine signe le nouveau traité de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis. Pour dire les choses clairement, c'est véritablement une rupture diplomatique. Un peu comme si un ministre américain des Affaires étrangères venait à Bruxelles pour soutenir les manifestations d'agriculteurs. En diplomatie, cela ne se fait pas. Le 22 février 2014, Yanukovych est renversé et remplacé par le président du Parlement de l'époque, Turchinov, qui prend le pouvoir en tant que président par intérim. Au même moment, dans l'est de l'Ukraine, dans la partie russophone, ce sont plusieurs semaines de manifestations anti-Maïdan qui débutent. Et que fait le président par intérim Turchinov ? Il ne dialogue pas avec les manifestants. Il ne veut pas savoir pourquoi tous ces gens descendent dans la rue. Non, il ne leur parle pas. Au lieu de cela, il ordonne le déclenchement d'une opération antiterroriste. Cela implique l'envoi de militaires dans la région pour y mater l'opposition. Cela marquera le début d'une guerre civile sanglante avec une montée de l'extrémisme dans les deux camps, à l'ouest et à l'est de l'Ukraine. Durant ces premières années, 14 000 Ukrainiens perdront la vie dans la guerre civile. Nous venons de voir comment les intérêts entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne ont évolué à travers 4 événements. 1991, quand Yeltsin est arrivé au pouvoir et a tout privatisé. 2000, lorsque Poutine a pris le pouvoir et a voulu placer les oligarques sous le contrôle de l'État. 2008, lorsque l'OTAN a décidé que l'Ukraine devait absolument rejoindre ses rangs. 2014, lorsqu'une guerre civile sanglante a éclaté en Ukraine. Jens Stoltenberg considère aussi que 2014 est un moment charnière. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du secrétaire général de l'OTAN en personne. Il déclare « La guerre en Ukraine n'a pas commencé en février 2022. La guerre a débuté en 2014. Depuis,
Les alliés de l'OTAN ont soutenu l'Ukraine en formant ses militaires et en lui fournissant des armes, si bien que les forces armées ukrainiennes étaient beaucoup plus fortes en 2022 qu'en 2020 ou en 2014. Le secrétaire général de l'OTAN a raison. La guerre a débuté en 2014. Si l'Union européenne et les États-Unis avaient considéré à l'époque les manifestations dans l'est de l'Ukraine comme des revendications légitimes, et s'ils les avaient écoutées, il n'y aurait peut-être pas eu d'opération antiterroriste et donc pas de guerre civile. Heureusement, 2014 est aussi l'année des accords dits de Minsk. L'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne signent un accord appelant à un cessez-le-feu, mais aussi à une réforme de l'État en Ukraine, avec un statut propre pour les régions russophones au sein d'un État ukrainien central. Un peu à l'image du modèle fédéral belge donc. Malheureusement, ces accords de Minsk resteront lettre morte. Le cessez-le-feu sera constamment violé par les deux parties et rien ne sortira non plus de toute cette réforme de l'État. Que se passe-t-il ? L'Occident veut surtout gagner du temps pour armer l'Ukraine face à la Russie. Angela Merkel l'admettra par la suite. Les choses auraient pu se passer autrement. Cela dit, l'invasion russe constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, un acte d'agression. Le peuple ukrainien mérite de vivre en paix, dans un pays dont les frontières sont respectées, sans la menace constante de nouvelles violences de la part de la Russie. La question est de savoir comment y parvenir. La réponse se trouve peut-être à Cuba. La veille du Nouvel An 1958, Fidel Castro et ses Barbudos renversent le dictateur cubain Batista. Cuba ne veut plus être une néocolonie des États-Unis et exige sa souveraineté. Mais Washington ne l'entend pas de cette oreille. En avril 1961, les États-Unis font débarquer une armée de mercenaires dans la baie des Cochons à Cuba. Ils tentent, sans succès, de renverser le régime de Castro. Les Cubains se tournent ensuite vers l'Union soviétique pour leur défense militaire. Mais Moscou a son propre agenda. Les États-Unis viennent alors de déployer en Turquie et en Italie des missiles à moyenne portée visant l'Union soviétique. Et à partir d'avril 1962, Washington procède à de nouveaux essais d'armes nucléaires. La réaction ne se fait pas attendre. À partir de mai 1962, Moscou déploie des missiles nucléaires à Cuba. En août, la découverte de ces missiles par des avions de reconnaissance américains U-2 déclenche la crise de Cuba. En 1962, le monde est au bord d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cuba n'est en fait rien d'autre que le lieu du spectacle. Aucune des deux superpuissances ne veut d'armes nucléaires dans son arrière-cour. Et c'est aussi un peu le cas aujourd'hui. Moscou n'accepte pas que l'Ukraine puisse faire partie de l'OTAN, une organisation dotée d'armes nucléaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre en 1962. L'Union soviétique retirera ses armes nucléaires et un peu plus tard, les États-Unis démantèleront également leurs missiles à moyenne portée dans le nord de l'Italie et en Turquie. Fait particulier, ces démantèlements n'auront fait l'objet d'aucun accord contractuel. Une discussion et une poignée de main auront suffi pour régler les choses. Si deux superpuissances le veulent, c'est donc possible. Il en va de même aujourd'hui. Il faut s'asseoir à la table des négociations. Négocier ne signifie pas offrir la victoire à la Russie. Cela veut dire mettre un terme à l'escalade de la violence dès que possible et rechercher une solution diplomatique durable
est suffisamment attrayante pour que les deux pays déposent les armes. Au final, il n'y a pas d'autre alternative. En fin de compte, la sécurité européenne dépend aussi de l'issue de ce conflit. Un cessez-le-feu et l'instauration de zones démilitarisées pourraient constituer une première étape. Mais il est certain que la sécurité et le développement futur de l'Ukraine devront être au cœur des discussions. Nous voici arrivés à la fin du dernier épisode du podcast Mutinerie. Nous avons vu comment les intérêts de l'Europe, de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis ont évolué. Nous avons vu comment les choses auraient pu se passer autrement. Et nous avons également vu comment, durant la crise des missiles de 1962, la négociation a finalement permis d'aboutir à la paix. Merci à toutes et tous pour votre écoute. C'était Mutinerie. Mutinerie est un podcast de Facto, le média marxiste créé par le PTB. Vous vous demandez comment le monde tourne vraiment ? Alors suivez-nous sur nos différents canaux. Vous pouvez nous trouver sur facto.be, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Facto, comprendre le monde pour le changer.